le 16 et le 17 juillet. Mon arrivée à Steel remontait au 5 juillet. Et le départ en tempête de cette bonne Evelyne, au 6. J'en viens maintenant aux événements des 16 et 17 de ce même mois. Afin d'éclairer au mieux le lecteur, je résumerai avec la plus grande précision possible les incidents de ces 2 jours. Ils ont été mis ultérieurement en lumière, pendant le procès, au cours de contre-interrogatoires aussi longs que fastidieux. Je reçus une lettre d'Evelyn Howard, 2 jours après son départ, me disant qu'elle avait trouvé un poste d'infirmière à l'hôpital de Midlingham, cité industrielle distante de quelques 20 kilomètres, et me suppliant de l'avertir si Mrs. Inglethorpe montrait la moindre velléité de réconciliation. Seule ombre à mon séjour, par ailleurs très paisible, Mrs. Cavendish manifestait envers le docteur Bauerstein une étonnante inclination que, pour ma part, je ne m'expliquais pas. Ce qu'elle pouvait bien lui trouver m'était un mystère, mais elle l'invitait constamment à Steel, quand elle ne partait pas avec lui pour d'interminables promenades. Je dois confesser mon incapacité à juger de ses charmes. Le 16 juillet tombait un lundi. La journée se passa dans la fébrilité. La fameuse vente de charité s'était déroulée le samedi 14 et une soirée, au cours de laquelle Mrs. Inglethorpe avait projeté de déclamer un poème sur le thème de la guerre, était prévue pour ce lundi. Toute la matinée, nous fûmes accaparés par la décoration de la salle communale. Après un déjeuner tardif, nous nous reposâmes dans le parc le reste de l'après-midi. Je notais chez John un comportement assez inhabituel. Il semblait nerveux et ne tenait pas en place. Après le thé, Mrs. Inglethorpe monta s'allonger afin d'être en forme pour la soirée, tandis que j'affrontais Mary Cavendish au tennis. Aux environs de 7 heures moins le quart, Mrs. Inglethorpe nous rappela de nous presser car le dîner serait servi plus tôt qu'à l'accoutumée. Nous n'eûmes que le temps de nous préparer, et nous n'avions pas fini le repas que la voiture nous attendait déjà devant la porte. La soirée fut très réussie, et des applaudissements nourris saluèrent le poème de Mrs. Inglethorpe.
Il y eut ensuite quelques scénettes auxquelles participa Cynthia. Au retour, elle nous quitta pour aller souper avec les autres comédiens improvisés. Le lendemain, Mrs. Inglethorpe, assez fatiguée, se fit servir le petit déjeuner au lit. Toutefois, c'est en pleine forme qu'elle descendit vers 12h30 pour m'entraîner, ainsi que Lawrence, à un déjeuner. C'est si gentil de la part de Mrs. Ralston de nous avoir conviés. Saviez-vous que c'est la sœur de Lady Tadminster? Les Ralston ont débarqué avec Guillaume le Conquérant, c'est l'une de nos plus anciennes familles. Arguant d'un rendez-vous avec le docteur Bauerstein, Mary avait décliné l'invitation. Le repas fut des plus agréables, et, au retour, Lawrence suggéra que nous fassions un détour par Tadminster, ce qui ne rallongerait guère notre chemin que d'1,5 km, pour passer voir Cynthia au laboratoire. Mrs. Inglethorpe trouva l'idée excellente mais, comme elle avait encore des lettres à écrire, elle se contenta de nous déposer, nous pourrions très bien revenir avec Cynthia dans la carriole. Le portier de l'hôpital nous retint sous bonne garde jusqu'à l'arrivée de notre amie, qui nous apparut enfin, fraîche et charmante dans sa longue blouse blanche. Elle nous conduisit dans son bureau et nous fîmes la connaissance de sa collègue, jeune femme d'aspect redoutable à laquelle Cynthia donnait joyeusement du « Votre Seigneurie ». Que de flacons, remarquai-je avec étonnement, après avoir jeté un coup d'œil circulaire sur le petit laboratoire. Vous savez vraiment ce qu'il y a dans tout ça? Cynthia laissa échapper un soupir. Vous ne pourriez pas vous montrer un peu original? Tout le S-gens qui entre ici pose la même question. À tel point que nous avons l'intention bien arrêtée d'offrir une récompense à la première personne qui ne dira pas « que de flacons ». Je sais d'ailleurs ce que vous allez nous débiter maintenant, combien de gens avez-vous empoisonné, je me trompe? Je plaidai coupable en riant. Si vous saviez comme la moindre erreur peut être fatale, vous ne plaisanteriez pas sur ce sujet. Allons, c'est l'heure du thé. Nous avons des trésors de provisions cachés dans ce placard. Non, Lawrence, pas celui-ci, c'est l'armoire au poison. Celui-là, le grand.
Nous prîmes le thé dans la plus franche gaieté, puis nous aidâmes Cynthia à laver les tasses. La dernière cuillère était à peine rangée qu'on frappa à la porte. Aussitôt une expression fermée durcit les traits de Cynthia et de sa seigneurie. Entrez, cria notre ami sur un ton d'une sécheresse toute professionnelle. Une aide-soignante, l'air apeuré, poussa la porte. Elle tenait à la main une fiole qu'elle tendit à sa seigneurie, mais celle-ci lui désigna Cynthia avec cette formule sibylline. Aujourd'hui, je ne suis pas vraiment présente. Aussi impassible qu'un juge, Cynthia s'empara de la fiole et l'examina. J'aurais dû la recevoir ce matin. Un oubli de l'infirmière en chef. Elle vous prie de l'excuser. Elle devrait lire le règlement affiché derrière cette porte. Je devinais à l'expression de la jeune aide-soignante qu'il y avait peu de chances qu'elle ait le cran de rapporter cette admonestation à la redoutable infirmière en chef. Du coup, la solution ne sera pas prête avant demain, conclut Cynthia. Ne serait-il pas possible de la voir, ce soir? Le problème, confia Cynthia dans un effort d'amabilité, c'est que nous sommes submergés, mais si nous trouvons le temps, nous la préparerons pour ce soir. Sitôt la jeune aide-soignante repartit, Cynthia prit un bocal sur une étagère, emplit la fiole et la posa sur la table près de la porte. J'éclatai de rire. De la discipline avant tout, n'est-ce pas? Tout à fait. Venez donc sur notre petit balcon. Vous verrez tous les pavillons de l'hôpital. Je suivis Cynthia et son amie, et elles me désignèrent les différents pavillons. Laurence était restée à l'intérieur mais, après quelques instants, Cynthia l'appela par-dessus son épaule et il vint nous rejoindre. Puis elle consulta sa montre. Plus rien à faire, votre seigneurie? Non. Parfait. Alors nous pouvons boucler et partir. Au cours de l'après-midi, j'avais découvert Laurence sous un jour nouveau. Timide et effacé, il était l'opposé de John, sa personnalité paraissait bien difficile à cerner.
Néanmoins, il se dégageait de lui un certain charme, et je devinais qu'il pouvait inspirer une affection sincère à qui le connaissait bien. J'avais toujours imaginé, en voyant son comportement réservé, que Cynthia l'intimidait, et qu'elle-même se sentait mal à l'aise en sa présence. Cet après-midi-là, pourtant, ils bavardèrent ensemble, gais comme des enfants. Alors que nous traversions Tadminster, je voulus acheter des timbres et nous fîmes halte au bureau de poste. J'en ressortais quand je bousculai un petit homme venant en sens inverse. Confus, je lui cédai le passage, mais il me prit soudain dans ses bras avec un cri de surprise ravie et me couvrit à la mode continentale, de baisers chaleureux. Mon bon ami Hastings, s'exclama-t-il. Mais oui, c'est bien mon bon ami Hastings. Poirot. Je me retournai vers la carriole. Vous me voyez très heureux de cette rencontre, Miss Cynthia. Permettez-moi de vous présenter Monsieur Poirot, un ami de longue date que je n'avais pas revu depuis une éternité. Nous connaissons Monsieur Poirot, répliqua-t-elle joyeusement. Mais je n'avais pas la moindre idée qu'il était de vos amis. C'est exact, dit Poirot posément. Je connais Miss Cynthia. Et ma présence ici doit beaucoup à la bonté de Mrs. Inglethorpe. Devant mon regard interrogateur, il ajouta émoticône souriant. Oui, mon cher ami, elle a généreusement offert l'hospitalité à 7 de mes compatriotes qui, par malheur, ont dû fuir leur terre natale. Nous autres Belges nous souviendrons toujours d'elle avec gratitude. Poirot était un homme au physique extraordinaire. Malgré son petit mètre 62, il était l'image même de la dignité. Son crâne affectait une forme ovoïde, et il tenait toujours la tête légèrement penchée de côté. Sa moustache, cirée, lui conférait un air martial. Le soin qu'il apportait à sa tenue était presque incroyable. Et je suis enclin à penser qu'il aurait souffert davantage d'un grain de poussière sur ses vêtements que d'une blessure par balle. Pourtant ce petit homme original, ce parfait dandy, qui, je le voyais avec une peine infinie, traînait maintenant la patte, avait été en son temps l'un des plus fameux inspecteurs de la police belge.
Doué d'un flair prodigieux, il s'était en effet illustré en élucidant les cas les plus mystérieux de son époque. Il me montra la maisonnette où il logeait avec ses compatriotes, et je promis de lui rendre visite sous peu. Puis il souleva son chapeau d'un geste ample pour saluer Cynthia et nous reprîmes notre route. C'est un homme adorable, commenta Cynthia. Mais je ne savais pas que vous le connaissiez. Saviez-vous que vous hébergiez une célébrité, répliquai-je. Et, pendant tout notre voyage de retour à Steele, je leur contai les exploits d'Hercule Poirot. À notre arrivée, nous étions d'excellente humeur. Comme nous entrions dans le vestibule, Mrs. Inglethorpe surgit de son boudoir. Le visage empourpré, elle avait de toute évidence l'air contrarié. Oh, c'est vous, lâcha-t-elle. Quelque chose ne va pas, tante Émilie, s'enquit Cynthia. Absolument pas, rétorqua Mrs. Inglethorpe d'un ton sec. Y aurait-il une raison pour que quelque chose n'aille pas? Puis, comme elle voyait Dorcas, la femme de chambre, qui se dirigeait vers la salle à manger, elle lui demanda d'apporter des timbres dans le boudoir. Bien, madame, fit la vieille camériste avant d'ajouter, d'une voix hésitante, ne ferait-elle pas mieux d'aller s'étendre? Madame a l'air bien fatiguée. Vous avez peut-être raison, Dorcas, oui, je veux dire non, pas maintenant. Je dois finir quelques lettres avant la levée. Je vous ai demandé d'allumer du feu dans ma chambre. L'avez-vous fait? Oui, madame. Alors j'irai au lit sitôt après le dîner. Et elle regagna le boudoir sous le regard étonné de Cynthia. Bonté divine, qu'est-ce qui a bien pu se passer, demanda-t-elle à Laurence. Il ne semblait pas l'avoir entendu, car il tourna les talons sans un mot et ressortit de la maison. Je lançai l'idée d'une courte partie de tennis avant le dîner et, Cynthia ayant accepté, je me précipitai dans ma chambre pour y prendre ma raquette. Dans l'escalier, je croisai Mrs. Cavendish. Peut-être était-ce le fruit de mon imagination mais, elle aussi, elle semblait bizarre et profondément troublée.
Vous vous êtes bien promené avec le docteur Bauerstein, fis-je d'un ton aussi détaché que possible. Je n'y suis pas allé, répondit-elle d'un ton brusque. Où est Mrs. Inglethorpe? Dans le boudoir. La main crispée sur la rampe de l'escalier, elle semblait appréhender une rencontre. Me laissant là, elle dévala les dernières marches, traversa le vestibule et entra dans le boudoir dont elle referma la porte. Quelques instants plus tard, comme je courais vers le tennis, je passai devant la fenêtre du boudoir. Elle était ouverte et je surpris sans le vouloir les lambeaux de dialogue suivants. Mary parlait d'une voix qu'elle s'efforçait désespérément de maîtriser, donc vous refusez de me le montrer? Ce à quoi Mrs. Inglethorpe lui répondit, ma chère Mary, cela n'a rien à voir avec ce qui vous préoccupe. Alors vous pouvez me le montrer. Je vous répète que ce n'est pas ce que vous croyez. Cela ne vous concerne pas le moins du monde. Ce à quoi Mary Cavendish rétorqua d'une voix de plus en plus amère. Bien sûr, j'aurais dû me douter que vous le protégeriez. Sur le cours, Cynthia m'attendait avec impatience. Vous vous rendez compte? Il y a eu une bagarre terrible. Dorcas vient de tout me raconter. Quel genre de bagarre? Une scène entre tante Émilie et lui. Oh, j'espère qu'elle l'a enfin percé à jour. Dorcas y était, alors? Non, bien sûr que non. Elle passait par hasard devant la porte. Une vraie scène à tout casser. Je donnerais cher pour avoir les détails. Je me remémorais le visage espiègle de Mrs. Reques et les avertissements d'Evelyn Howard, mais j'eus la sagesse de n'en pas parler. Cependant, Cynthia passait en revue toutes les hypothèses possibles pour finalement souhaiter avec véhémence que tante Émilie le flanque à la porte et ne lui adresse plus jamais la parole. J'avais très envie de m'entretenir avec John, mais il était introuvable. À l'évidence, un fait capital s'était produit durant cet après-midi-là. Je tentais de chasser de mon esprit les quelques mots que j'avais surpris en passant près du boudoir, mais, malgré tous mes efforts, je n'y parvins pas.
En quoi Mary Cavendish pouvait-elle bien être concernée par les derniers événements? Quand je descendis à l'heure du dîner, Mr. Inglethorpe se trouvait au salon. Son visage était plus impassible que jamais et, de nouveau, l'irréalité du personnage me frappa. Mrs. Inglethorpe fut la dernière à descendre. Elle paraissait encore agitée, et un silence gêné pesa sur tout le repas. Inglethorpe restait étonnamment silencieux. Comme à son habitude, il entourait sa femme d'attentions délicates, lui calant le dos avec un coussin et louant à la perfection son rôle de mari attentionné. Dès la fin du repas, Mrs. Inglethorpe retourna s'enfermer dans son boudoir. Faites-moi porter mon café, Mary. Il ne me reste que 5 minutes avant la levée du courrier. J'allais m'asseoir au salon avec Cynthia, près d'une fenêtre ouverte. Mary Cavendish vint nous apporter le café. Je la trouvais agitée. Souhaitez-vous un peu de lumière? À moins que vous ne préfériez celle du crépuscule? Cynthia, vous voulez bien porter son café à Mrs. Inglethorpe? Je vais le servir. Ne vous dérangez pas, Mary, intervint Inglethorpe, je le porterai moi-même à Emily. Il emplit une tasse et l'emporta avec précaution. Lawrence le suivit, et Mrs. Cavendish vint s'asseoir près de nous. Nous restâmes tous trois silencieux un moment. Chaude, calme, la nuit était superbe. Mrs. Cavendish s'éventait nonchalamment avec une feuille de palmier. Il fait presque trop chaud, murmura-t-elle. Nous allons avoir de l'orage. Et là, ces instants de paix ne durent jamais. Ma douce béatitude prit fin le plus brutalement du monde au son d'une voix cordialement détestée et que je reconnus aussitôt. Elle venait du vestibule. Docteur Bauerstein, s'exclama Cynthia. Quelle drôle d'heure pour faire des visites. Je jetai un regard jaloux à Mary Cavendish mais son visage restait serein et aucune rougeur n'était venue colorer la pâleur diaphane de ses joues. Lorsqu'Alfred Inglethorpe introduisit le médecin, ce dernier protestait encore en riant que sa mise était peu présentable.
Il offrait en effet un spectacle pitoyable, il était littéralement couvert de boue. Que vous est-il arrivé? S'exclama Mrs. Cavendish. Je suis confus, répondit Bauerstein. Je n'avais aucunement l'intention d'entrer et n'eût été l'insistance de Mr. Inglethorpe. Eh bien, vous voilà dans un triste état, fit John qui venait nous rejoindre. Prenez donc un bon café et racontez-nous vos mésaventures. J'accepte avec plaisir. Merci. Avec un rire quelque peu forcé, il nous expliqua comment, après avoir repéré dans un endroit particulièrement difficile d'accès une variété de fougères rarissimes, il avait perdu l'équilibre en essayant de l'atteindre et avait glissé lamentablement dans une mare en contrebas. Le soleil a très vite séché mes vêtements, conclut-il. Mais je dois avoir l'air d'un égoutier. Sur ces entrefaites, Mrs. Inglethorpe appela Cynthia et la jeune fille sortit du salon à la hâte pour la rejoindre dans le vestibule. Montez-moi ma mallette, ma chère petite. Je vais me coucher. La porte entre le salon et le hall était grande ouverte. Je m'étais levé en même temps que Cynthia, et John se trouvait juste à côté de moi. Nous sommes donc trois témoins oculaires à pouvoir certifier que Mrs. Inglethorpe tenait à la main la tasse de café à laquelle elle n'avait pas encore goûté. Ma soirée était entièrement gâchée par la présence du docteur Bauerstein. On eût dit que cet individu ne partirait jamais. Il finit pourtant par se lever, et je poussai un soupir de soulagement. Je vous accompagne jusqu'au village, lui dit Mr. Inglethorpe. Je dois voir notre régisseur pour régler avec lui ses problèmes de terrain. Puis, se tournant vers John émoticône souriant. Inutile de m'attendre. Je prendrai la clé.